c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me... Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamy et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler d'un écrivain prix Nobel de littérature qui vient de disparaître. Vous allez découvrir, peut-être vous savez déjà de qui il s'agit. Nous allons parler de l'Argentine et nous allons recevoir la visite aussi de quelqu'un de la Colombie. Et si nous avons le temps, nous allons vous parler du Brésil, parce que cette année, on a choisi de faire une saison France-Brésil, à partir d'avril, de ce mois d'avril jusqu'à septembre. Voilà. Donc, je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de cet écrivain disparu il y a une semaine à peu près. Oui, c'est la mort de Mario Vargas Llosa. L'écrivain péruvien est décédé le dimanche 13 avril à Lima, à la capitale péruvienne, à l'âge de 89 ans. Dernier survivant d'une génération de grands auteurs latino-américains qui ont fait exploser les frontières littéraires du sous-continent. Garcia Marquez, Cortázar, Fuentes, Mario Vargas Llosa nourrissait depuis des décennies la chronique littéraire avec son œuvre généreuse, la chronique politique avec sa candidature à la présidence du Pérou, et ses multiples déclarations, analyses et prises de position, le plus souvent très conservatrices, et enfin la chronique mondaine. Prix Nobel en 2010, Mario Vargas Llosa est devenu au fil de son œuvre et de ses engagements presque un de ces personnages qu'il met en scène dans ses romans. Il s'était retiré à Lima où il vivait depuis quelques mois en retrait de la vie publique. Ces derniers mois, les rumeurs sur la détérioration de l'état de santé de l'écrivain s'étaient multipliées. Chaque année, un nouveau roman et de multiples publications, analyses politiques, recueils d'articles ou d'analyses, Mario Vargas Llosa écrivait sans cesse. Ces publications dans de nombreuses revues ont fait l'objet de multiples éditions jusqu'à ces derniers mois. Un homme plume, dont la première nouvelle, El Desafío, publiée à 20 ans, fut récompensée d'un prix par la revue française qui l'invite à Paris, où il débarque en 1959.
Voilà, donc c'est Javier Etchecopare, un compatriote de l'écrivain récemment disparu Mario Vargas Llosa. Oui, alors tout a commencé au Pérou. Née en 1936 dans la ville péruvienne d'Arequipa, Margot Vargas Llosa grandit entre la Bolivie et le Pérou, élevée par sa mère et ses grands-parents maternels. Il ne connut son père qu'à l'âge de 10 ans, ses parents s'étant séparés dès sa naissance. Il raconte ses retrouvailles conflictuelles avec son père dans le premier chapitre de son autobiographie. L'enfant élevé par la tribu familiale est alors soumis à la discipline de fer imposée par son géniteur. Il étudiera les lettres et le droit à l'université San Marcos de Lima, militera 1 an au Parti communiste et chroniquera dans plusieurs journaux. Des éléments biographiques qui nourrissent plusieurs de ses premiers romans. En 1958, il quitte le Pérou pour l'Espagne à la faveur d'une bourse pour une thèse de doctorat, puis Paris. Ses romans ont mené cet écrivain voyageur aux 4 coins du monde. Il a vécu à Lima, à Londres, à Madrid, aux États-Unis, à Paris. Et c'est dans la capitale française que Vargas Llosa dit être véritablement devenu écrivain. C'est à Paris que j'ai écrit mes premiers romans, découvert l'Amérique latine et commencé à me sentir latino-américain, dit-il. J'ai vu la publication de mes premiers livres. La France m'a enseigné l'universalisme, très distinctif de la culture française depuis le Moyen-Âge. Voilà ce qu'il écrit dans la préface de ses œuvres publiées dans la prestigieuse collection de la Pléiade, où il est l'un des rares écrivains à être entré de son vivant, mais surtout le tout premier auteur de la Pléiade, issu du domaine étranger et à ne pas avoir la nationalité française. Une reconnaissance qui se manifestera une nouvelle fois avec son entrée à l'Académie française en 2023. Oui, c'est intéressant parce que figurez-vous que nous avons reçu juste maintenant une information qui vient de Jean-François Dupont. Il nous parle de un paseo por las novelas de Mario Vargas Llosa. Et il y a un long article qui a été envoyé par notre collaborateur aussi oui, puisqu'il avait fait une conférence une fois. Non, mais il y a un long article, mais c'est en espagnol, donc peut-être pour une prochaine fois, on va le... Merci beaucoup, Jean-François. Musique de l'Amérique latine, évidemment. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'un pays où se passe beaucoup de choses, mais pas tellement très bonnes, n'est-ce pas, Béatrix? C'est la trumpisation de Javier Milei face aux médias. Oui. On a tous en tête la tronçonneuse de Javier Milei, symbole de coupe sombre dans les dépenses publiques.
Cette tronçonneuse a été offerte à Elon Musk, qui n'a pas manqué de la brandir à son tour. Entre Donald Trump et Javier Milei, il y a plus que des affinités idéologiques. Même volonté de dérégulation, même tendance anti-woke et climato-sceptique, même défiance envers les organismes internationaux et les consensus scientifiques comme le prouve la sortie des 2 pays de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis l'investiture de son homologue à Washington, où il était présent, l'Argentin multiplie les signes de soutien. Il dit même comprendre le relèvement des tarifs douaniers que l'Argentine va pourtant subir car elle est membre du bloc du Mercosur. Milei a fermé Telam, l'agence de presse nationale. Reporters sans frontières a émis un droit d'alerte sur l'Argentine. Comme Donald Trump, le chef de l'État argentin a tendance à insulter et à stigmatiser les journalistes ou à les traiter d'ennemis, ce qui favorise l'agressivité de la police. En revoyant les dépenses des médias publics à la baisse, ils sont aussi dans le collimateur du président argentin. La destruction du monument à la mémoire du journaliste Osvaldo Bayer, enquêteur sur la répression pendant la dictature, s'accompagne d'un révisionnisme de Milei, censé lutter contre une hégémonie culturelle de la gauche. Pour lui, il n'y a pas eu 30 000 disparus durant la dictature, mais 4 fois moins. Une rélecture de l'histoire qui signe une filiation avec l'extrême droite. Voilà, musique de l'Amérique latine. Nous avons
le plaisir de recevoir à notre émission Sandra Patricia, qui vient de la Colombie. Tu es arrivée ce matin par avion? Hola. Buenos días. Donc, elle est enseignante au collège Jean Moulin, ici à Colombie-Xavier, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton pays, la Colombie, s'il te plaît? Tout à fait. Buenos días a todos. J'espère que m'écoutent, mes collègues. Donc, oui, je viens de la Colombie, un pays d'Amérique du Sud, du nord de l'Amérique du Sud. C'est un pays qui se trouve dans une zone tropicale, donc on n'a pas de saison. C'est l'altitude qui va déterminer le temps qu'il fait. C'est un pays privilégié, puisqu'il a deux côtes. Il a une côte Caraïbe au nord et une côte Pacifique et à l'ouest du pays. En fait, donc, oui. C'est le seul pays qui a des fronts de mer. Exactement, sur la mer Caraïbe et l'océan Pacifique. On a aussi la cordillère des Andes qui traverse notre pays. Et Bogota, la capitale, se trouve à 2600 mètres d'altitude. Donc, c'est haut. Et on a aussi la forêt amazonienne. On a des plaines. On a le désert au nord, la Guajira, la péninsule de la Guajira. Oui. C'est désertique. Donc, on a aussi des zones qui sont plus basses, où il y a la zone du café. C'est un pays producteur de café, de fleurs. Donc, un pays avec une biodiversité riche. Oui. Et donc, beaucoup de ressources. Donc, c'est un pays riche, en voie de développement, mais très, très riche. Et je pense que la richesse la plus puissante de mon pays, c'est les gens. Les gens vraiment accueillants, chaleureux, solidaires. Oui. Et donc, très chalant et très, très, très motivé pour faire du pays quelque chose de bien. Malheureusement, il y a peu de gens aussi qui font du mal à l'image du pays, c'est-à-dire le narcotrafiquant. Et malheureusement, on en parle encore. On parle encore de ça, de Pablo Escobar, qui a été encore... on en parle encore à cause des séries, et qui idéalise un peu la figure de cet homme qui a été un criminel et qui a fait beaucoup de mal au pays et aux Colombiens. Pardon, Sandra Patricia, moi je préfère parfois parler des choses positives. Oui. N'oublions pas que la Colombie, c'est le berceau de Gabriel García Márquez, tout à fait, de Fernando Botero, oui. Et un écrivain plus ou moins jeune qu'on a rencontré ici en France, oui. Juan Gabriel Vázquez. Tout à fait. Hein? Tout à donc, fait. Tu vois, c'est ça aussi. Mais en deux mots, parce que le temps passe vite, s'il te plaît, parle-nous de Páramo. Oui, donc en fait, dans ma dernière visite en Colombie, en novembre 2024, il y a quelques mois, j'ai pu faire une randonnée à 3000, un peu plus de 3000 mètres d'altitude, une visite guidée des Páramos. En fait, le Páramo, c'est une usine à eau douce. Donc, il y en a 37 dans mon pays. Donc, c'est des sommets qui produisent de l'eau douce grâce à la végétation de cette altitude. Et il y a un arbuste qui s'appelle le frailejón. Frailejón. Ah, d'accord. Et ça vient de fraile, en fait, de ces frères. Oui, de ces frères qui venaient parce que c'est un peu rondouillé, c'est un peu rondelé. Voilà, et qui stockent plein d'eau. Donc, 60% de l'eau douce qui est consommée à Bogota vient de ces Páramos. Donc, c'est très important et malheureusement, il est menacé par le réchauffement climatique. Et il est menacé parce que le frailejón, c'est un arbuste, mais il est sauvage. Il faut vraiment qu'il ait toutes les conditions climatiques pour pouvoir se développer. Et en ce moment, comme ça se réchauffe, son environnement se réchauffe, donc il diminue.
de plus en plus. Donc, dans ma randonnée, on nous expliquait l'importance des paramos, de connaître cette richesse qu'on a, parce que l'eau est la vie et qu'il faut la garder. L'eau douce, c'est vraiment précieux, c'est plus précieux peut-être que le pétrole ou que l'or même. C'est la vie même. Donc, il n'y avait que des Colombiens dans cette randonnée. Donc, on a pris conscience. D'accord, c'est bien, merci beaucoup parce qu'on découvre Paramont, oui, j'avais une autre idée de Paramont. Mais en deux mots, s'il te plaît, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles de l'accueil, ils sont très accueillants en Colombie, parce que j'ai eu la chance de visiter Bogota et surtout Cartagena de Sande. Oui. En deux mots, s'il te plaît, oui. Parle-nous un peu de Cartagena de Sande. C'est une coïncidence, mais j'y étais aussi au mois de novembre parce que j'ai de la famille là-bas. Donc, Cartagena de Indias, ça prend son nom de Cartagena en Espagne, mais de Indias parce que c'était des Andes de ce nouveau territoire américain. Donc, en fait, il s'agit de la première ville colonisée par les Espagnols sur la côte Caraïbe. Donc, c'est par là que les Espagnols sont entrés dans leur territoire qu'on connaît maintenant comme la Colombie. C'est une ville d'architecture coloniale. Donc, elle ressemble beaucoup à Cordoba, en Andalousie. Ah oui. Et les patios, c'est très typique. Les balcons fleuris, c'est typique. Et donc, c'est une très très belle architecture coloniale et la des murailles et un château aussi. D'accord. Bon, merci beaucoup Sandra Patrice, c'est très intéressant. C'est un bijou, le bijou des Caraïbes. Le bijou des Caraïbes. Tout à fait. Mais, merci beaucoup, merci. Soy hermano de la Rosa, ¿no? Sí, bien ça, Sandra. Soy hermano de la Rosa. Soy hermano de la Rosa. Un joropo. Un joropo. Ça vient de l'est de la Colombie, la frontière avec le Venezuela, avec nos frères vénézuéliens. Très bien. Alors, le temps nous rattrape. Nous allons parler brièvement du Brésil parce qu'il y a une saison, comme je viens de le dire tout à l'heure, une saison en France jusqu'à le mois septembre consacrée au Brésil. Nouvelle fabrique de la démocratie au Brésil. Les institutions du pays semblent avoir pris la mesure des menaces qui pèsent sur leur république.
Le Brésil est sorti des radars. Il paraît loin le temps où le pays trouvait sa place en haut des journaux. On aurait pourtant tort de détourner les yeux du Brésil. Pas seulement du fait du poids démographique et économique ou de l'importance cruciale de l'Amazonie, mais aussi par ses évolutions politiques et justicières récentes. Depuis le 26 mars, Jair Bolsonaro est poursuivi pour tentative de coup d'État. Il aurait préparé l'instauration d'un état d'exception et envisagé l'assassinat de son successeur Lula da Silva. Des faits d'une gravité inouïe qui pourraient lui valoir jusqu'à 43 ans de prison. En février, le ministère public brésilien a recommandé l'inculpation de 33 autres personnalités. Parmi elles se trouvent 24 militaires, dont 6 généraux et un amiral de la marine. Plusieurs étaient membres du gouvernement Bolsonaro. Il faut mesurer la portée historique de cet acte. Au Brésil, l'armée était ressortie indemne des 21 années de dictature, 64 à 85, qui virent l'assassinat de centaines de personnes et la torture de plus de 20 000 opposants. Les juges de Brasilia ont également démontré toute leur fermeté face aux réseaux sociaux. En 2024, le nombre du tribunal fédéral, Alexandre de Moraes, a ordonné la suspension durant 39 jours de la plateforme X, propriété d'Elon Musk, et accusé de diffusion massive de fausses informations. Les réseaux sociaux se sont transformés en instruments au service d'une idéologie néfaste, le fascisme, déclarait-il sans embâche dans un discours le 24 février dernier. Notre émission touche à sa fin. Le temps passe très vite. Et merci à Béatrix qui nous a donné des informations sur ce continent. Et merci à Sandra Patricia qui nous a éclairé sur certains aspects de ce grand pays, la Colombie. Et évidemment, merci à Antoine à la technique. Muchas gracias. Hasta pronto.